été sculpté par une succession ininterrompue de déceptions. Il esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, des yeux qui avaient vu des empires financiers s'effondrer. Sylvain Muller, son futur voisin de bureau, sentit une vague de terreur primale le submerger. Quelque chose dans l'aura de cet homme criait « catastrophe imminente ». Il serra discrètement le petit gris-gris qu'il gardait dans sa poche et pria tous les saints patrons de la comptabilité. « Jean-Pierre nous arrive avec une expérience. » Riche et varié, continua Jean-Guy, consultant ses notes avec un enthousiasme forcé plus tard, autour de la machine à café, le cœur battant du réacteur social de l'entreprise. Jean-Pierre, poussé par la curiosité morbide d'Hervé Dumont, se confia. « Riche et varié, c'est le mot, dit-il d'une voix monocorde. J'ai commencé chez Cotophile. J'ai fait les soldes de tout compte pendant 2 mois. Après, ils ont délocalisé la production. Ensuite, j'arrive à Villevorde. Le jour où je vais pour signer mon CDI, j'entends à la radio qu'ils ont décidé la fermeture. Un silence respectueux s'installa. Heureusement, j'ai retrouvé tout de suite quelque chose chez Nakio. 3 semaines, je suis resté. Juste le temps qu'ils annoncent virer 10 000 personnes. Il soupira. J'en ai fait une bonne quinzaine, des boîtes comme ça. Hervé, le délégué syndical à l'esprit analytique, était fasciné. Mais il y a de quoi écrire un bouquin. C'est ce que j'ai fait, répondit Jean-Pierre, un éclair de douleur dans le regard. J'ai proposé le manuscrit à un éditeur. Il était emballé. Et alors? Le type a mis la clé sous la porte 2 jours avant que ça sorte. Hervé recula d'un pas, comme si la malchance était contagieuse. Il regarda Jean-Pierre puis Sylvain qui était devenu pâle comme un bilan comptable non certifié. « C'est incroyable !» murmura Hervé, plus pour lui-même que pour les autres. « C'est la première personne que je rencontre qui a encore moins de chance que moi. » La nouvelle se répandit dans les bureaux à la vitesse d'une rumeur de plan social. Jean-Pierre n'était pas un simple comptable, il était un présage, un chat noir en costume-cravate, un ange exterminateur des bilans financiers. Sylvain commença à asperger son bureau d'eau bénite improvisée avec la carafe du service. Nancy, l'assistante de direction, nota mentalement cette information. Un homme capable de couler une entreprise par sa seule présence était un outil de chaos potentiel qu'il serait intéressant d'exploiter un jour. Le bureau n'était plus un simple lieu de travail. C'était devenu une société primitive et superstitieuse, tremblant devant son nouveau totem de la poisse. Chapitre 2. L'amour par les chiffres pendant que le département comptabilité s'adonnait à des rituels païens pour conjurer le mauvais sort, les ressources humaines étaient le théâtre d'une analyse d'une toute autre nature, mais tout aussi intense. Jeanne et Eva, les 2 prêtresses de l'administration du personnel, étaient penchées sur un document sacré, le psychotest de Jean-Jacques, une autre nouvelle recrue, fraîchement débarquée au service logistique. Pour elle, ce n'était pas un simple formulaire. C'était une fenêtre sur l'âme, une carte au trésor menant au cœur d'un homme potentiellement parfait. « Regarde, dit Jeanne, le doigt pointé sur une case cochée avec un bic, au mépris de toutes les procédures qui exigeaient un crayon à papier. Dîner romantique en tête-à-tête, c'est un garçon qui a une certaine sensibilité en tout cas. » Eva plissa les yeux. « C'est vrai, j'en connais plus d'un qui aurait coché soirée foot. Quoique, il paraît que ça redonne un second souffle à la libido du coup. » Leur analyse se poursuivait, plus rigoureuse qu'un audit de la Cour des comptes. Et la regarde pilote de ligne. « Intéressant, nota Jeanne, ça gagne plus que Médecins sans frontières. Et puis moi, avec mes 3 gosses, j'ai pas besoin d'un homme qui va secourir des petits Africains en Amérique du Sud. » « Il est plus fourmi que cigale, ajouta Eva en pointant une autre réponse. « Il doit avoir des économies, ça confirme, et il adore les animaux, il s'entendra bien avec tes gosses. Jeanne, je crois que tu as trouvé la perle rare. » Mais Jeanne, en professionnelle aguerrie du décryptage sentimental, ne voulait rien laisser au hasard. « Calme-toi, Péronnelle, ça peut être un coup de chance. On va lui faire le test des 3 journaux. » Le test des 3 journaux était une procédure non officielle mais infaillible, développée au fil des ans par le département. On laissait traîner Paris Match, Playboy et le monde diplomatique près de la machine à café. Le choix du candidat révélait sa véritable nature, le type équilibré, le compulsif sexuel ou le cérébral. C'était une perversion magnifique des outils de l'entreprise, un détournement de l'espace de travail à des fins purement personnelles. « Allez, le sort en est jeté, » dit Jeanne en déposant les magazines comme des offrandes. « On va le démasquer, ton Gigi ?» Plus tard, après avoir observé Jean-Jacques opter pour Paris Match, le choix de l'équilibre parfait, Jeanne était euphorique. « Ça confirme, Eva. J'ai enfin trouvé le père de mes enfants. » Eva, cependant, avait poussé son analyse à un niveau plus fondamental. « D'accord. Mais, Eva, t'as vu son nez? Et il a des mains énormes. Un sourire carnassier se dessina sur ses lèvres. Il va être monté comme un bourriquet. » La science des ressources humaines venait de rendre son verdict, un mélange improbable de psychologie de comptoir et de phrénologie de bas étage. Le bureau n'était pas seulement un lieu de production, mais un laboratoire où les outils de gestion les plus modernes étaient mis au service des désirs les plus archaïques. Chapitre 3. Panique paternelle et la tranquillité relative de la semaine fut pulvérisée par une simple phrase lancée par Fred avec un sourire malicieux à la machine à café.
Elle fixa Hervé qui pontifiait sur les dernières directives européennes en matière de temps de travail et lâcha la bombe. Au fait, Hervé, je suis enceinte. Hervé s'étouffa avec son café. Le monde s'arrêta de tourner. Les directives européennes, la lutte des classes, tout s'effaça devant cette révélation cataclysmique. C'est pas vrai? Balbutia-t-il. Si, dit Fred, son visage impassible. Mais quand est-ce qu'on aurait fait ça? L'autre jour dans le parking? Ça a duré. 3 minutes. La durée n'a pas grand-chose à voir, répondit Fred, savourant chaque seconde de son supplice. Le résultat n'est pas lié au plaisir. Le choc initial laissa place chez Hervé à une transformation spectaculaire. En l'espace de 30 secondes, il passa du comptable angoissé au patriarche en devenir. Il se redressa, bomba le torse. Une nouvelle identité venait de lui être offerte et il l'endossa avec la ferveur d'un converti. Il se tourna vers Jean-Claude qui venait d'arriver, attiré par le drame. « Jean-Claude, tu te rends compte? Fred est enceinte de moi. J'ai envie de fonder une famille avec Fred. » Il est temps. Je suis papa, je le sens, je mûris. Jean-Claude le regarda avec la pitié d'un homme qui avait déjà traversé cette vallée de larmes. Tu t'emballes, mais fais gaffe. Les gosses, c'est la plaie, hein? Ça braille tout le temps, ça braille pour la tétée, ça braille quand ça fait ses dents. Jamais mes enfants n'iront au fast-food, déclara Hervé avec la conviction d'un homme qui avait déjà planifié toute l'éducation de sa progéniture inexistante. Il se lançait dans une performance. Il n'était plus Hervé le comptable, mais Hervé le père, une figure de sagesse et de responsabilité. La performance dura toute la matinée. Il donna des conseils non sollicités aux mères de famille, fit des recherches sur les crèches et commença à calculer l'impact financier sur son budget avec une gravité solennelle. Le soir, alors que le bureau se vidait, il retrouva Fred, un dossier intitulé Projet d'avenir sous le bras. Fred, j'ai réfléchi. On pourrait faire construire, tu sais, dans ce nouveau lotissement. Fred éclata de rire. Un rire franc sonore qui brisa l'identité paternelle d'Hervé en 1000 morceaux. Mais tu plaisantes, Hervé? C'était une blague. Le visage d'Hervé se décomposa. La chute fut vertigineuse. Il n'était plus le patriarche, le guide, le père. Il était redevenu Hervé, le comptable, le dupe. L'humiliation était totale. Le masque était tombé, révélant le vide en dessous. Dans un dernier sursaut de désespoir, il tenta de rattraper la fiction qui venait de lui être arrachée. Mais on pourrait. C'était une bonne idée, non? Écoute, j'ai 3 minutes. On va dans le parking, on fait un bébé. Sa proposition pathétique flotta dans l'air, témoignage de la fragilité des identités que l'on se construit sur la scène du bureau. Fred secoua la tête, encore secoué par le rire, et le laissa seul avec les ruines de sa famille imaginaire. Partie 2, crise en cascadelle statu quo, déjà précaire, est anéanti alors que les manigances individuelles échappent à tout contrôle, entraînant de plus en plus de collègues dans leurs orbites chaotiques. Chapitre 4. L'art de la Libye Jean-Claude Convenant était en mode panique totale. Il faisait les 100 pas devant le bureau de Jeanne, son visage passant par toutes les nuances de la terreur, du blanc cireux au rouge apoplectique. Il tenait son téléphone comme une grenade dégoupillée. Sur l'écran, une série de messages de Fred, sa petite amie volcanique, formait un chapelet d'insultes créatives et de menaces explicites. « Espèce de quiche finie », disait l'un. « Si j'apprends que t'as revu cette dinde de Joujou, il va y avoir de la viande sur les murs », promettait un autre. Il entra finalement dans le bureau de Jeanne, le front en sueur. « Jeanne, il faut que tu m'aides. Je suis dans la merde. » Jeanne leva les yeux de son écran, un petit sourire flottant sur ses lèvres. Elle adorait voir Jean-Claude dans cet état. C'était son divertissement préféré, mieux qu'une série télévisée. « Ah là, t'es mal, hein ?» dit-elle d'un ton faussement compatissant. « J'ai rien fait, je te jure » mentit-il effrontément. « Enfin, presque rien. On avait des accords avec Fred. Je me tape qui je veux, mais pas cette quiche. Et... » Bon, voilà. Tu as couché avec Joujou, constata Jeanne, non pas comme une question, mais comme un fait. Et tu veux que je te serve d'alibi, c'est ça? Oui. S'il te plaît, on est potes quand même. Je te demande ça comme un service. La situation était un exemple parfait de l'économie souterraine du bureau. Il ne s'agissait pas d'argent, mais d'un marché de faveur, de secrets et de chantage potentiel. Jeanne détenait le pouvoir. Sa décision ne serait pas basée sur la morale, mais sur un calcul complexe, le plaisir de voir Jean-Claude se tortiller contre le risque d'être entraîné dans ces histoires sordides. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» demanda-t-elle, faisant mine de réfléchir. « Dis à Fred que j'ai passé la nuit avec toi, supplia Jean-Claude. Voilà, c'est ça. Tu dis que ça s'est passé chez moi toute la nuit. » Il hésita, puis dans un acte suprême d'auto-humiliation, il ajouta « Point et que j'ai été nul. Ça sera très bien. De toute façon, avec toi, elle sera pas jalouse. » Le mépris dans cette dernière phrase était palpable, mais Jean-Claude était trop désespéré pour s'en soucier. Il était prêt à sacrifier sa réputation de séducteur sur l'autel de sa survie. Jeanne savoura l'instant. Le voir si bas, si pathétique, était une récompense en soi. « Oh là 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 là, t'es hyper mal », répéta-t-elle comme pour mieux s'en imprégner. « Je serai toi, je quitterai le pays. J'y pense, j'y pense. »
Gémit Jean-Claude alors que son téléphone vibrait à nouveau. C'était Fred. Le nom